Chapitre 2. Le prince qui n'était pas régent. Fabio Albaregno n'était pas régent. La défection de sa mère, qui avait une fois de plus choisi l'un de ses frères et sœurs au lieu de lui, le taraudait comme une douleur. Parfois, elle occupait tout son esprit, et il n'avait de cesse de la remâcher. Parfois, elle se faisait oublier quelques heures, pour mieux réapparaître, cuisante, lancinante, au moment où il s'y attendait le moins. On lui eût préféré Guaspare, qu'il l'eût accepté de mauvaise grâce, mais qu'on lui préférât cette écervelée capricieuse de Gemma, qui n'avait jamais eu la moindre suite dans les idées et qui venait de s'illustrer en détruisant un tableau d'une inestimable valeur, cela lui était insupportable. C'était l'affront de trop. Leur mère pouvait bien mourir sur les lointains rivages des cités portuaires ou dans les montagnes de la cité d'Albâtre. Il n'en avait plus rien à faire. Il ne lui pardonnerait jamais cette dernière offense. Ainsi, lorsque Sofia Calvenzano avait lancé son anathème le jour des funérailles, il avait discrètement dépêché sa femme, Nicolina, pour la sonder. Il n'était guère séant que lui, un Albaregno, le propre fils de Lorenza, soit vu en si mauvaise compagnie, mais sa femme pouvait se permettre cette compromission. La chorégraphe, inconsolable, avait accusé sa rivale dans un accès de douleur, mais d'après Nicolina, elle s'en était repentie presque aussitôt, consciente que cet éclat nuisait à la dignité des funérailles de Ridolfo. Il avait même fallu toute l'obstination de Nicolina pour que Sofia, lasse de s'entendre répéter les mêmes arguments, acceptât de demander justice publiquement pour le meurtre du roi. Fabio ne croyait pas le moins du monde à cette accusation, du reste, mais une investigation sur les derniers instants du roi serait embarrassante pour la régente, et il avait décidé de lui nuire, en tout et pour tout, par tous les moyens possibles et avec toutes les opportunités qui se présenteraient. En tant que trésorier, il avait la prérogative de convoquer un conseil avec la régente quand il le souhaitait. Et ce titre de trésorier, dont sa mère lui avait fait l'aumône comme d'une miette de pouvoir, il comptait en user et en abuser. Le consigliere se montra d'abord surpris de cette initiative, car les trésoriers précédents n'avaient jamais eu l'audace de convoquer la reine. Puis il parcourut quelques livres de loi et alla annoncer à Gemma qu'elle devrait se plier aux volontés de son frère. Le trésorier pouvait, pour toute question afférente aux finances, convoquer un conseil qu'il composait lui-même à sa guise. La régente, sous prétexte de divers rituels à la mémoire de Ridolfo, différa le conseil de 3 jours, mais elle fut obligée à la fin de se présenter dans la salle du conseil, où l'attendaient déjà, raide et grave, Fabio et Lazzaro Calbi, ainsi que le capitaine de la garde, un aristocrate à l'allure sénile que Gemma ne connaissait pas, et un bourgeois que Fabio présenta comme le représentant des marchands de la ville, un dénommé Miniato Lego. « Messieurs, dit Gemma en s'installant cavalièrement, que de figures masculines sévères autour de cette table, et comme la reine nous manque. Où est ma tante ? » Votre tante a déclaré souhaiter se retirer autant que possible des affaires de la cour, principessa, dit Lazzaro. Pauvre Rigarda, dit Gemma, la mort de papa est une dure épreuve pour elle aussi. Ce qui constitue une excellente transition pour aborder le sujet du jour, déclara Fabio d'un ton impatienté. Ah oui, l'ordre du jour, dit Gemma avec mépris. Et quel est-il, je te prie, cher frère ? L'accusation portée par la maestra Sofia Calvenzano. « Eh bien, siffla Gemma, s'il est besoin que je clarifie ma position, la voici. Je n'accorde aucun crédit aux élucubrations de cette hystérique. »« Si je puis me permettre, principessa, dit respectueusement le capitaine de la garde, une rapide enquête permettrait de la discréditer tout en respectant les règles d'usage. »« Une enquête sur quoi, par la mère ?» dit Gemma d'une voix qui commençait à monter dans les aigus. « Elle a parlé de meurtre, reprit le capitaine de la garde, du meurtre d'un roi,
je crois que nous ne pouvons pas traiter cette accusation à la légère. »« Mais mon père était malade depuis des années. Qu'il ait fini par succomber à son mal n'a rien de bien étonnant. »« Il allait mieux, » fit observer Fabio. « Il s'est même exprimé lors du festival. » Le capitaine de la garde et Miniato Lego approuvèrent. « Une phrase sans suite, » dit Gemma, « comme tu le sais parfaitement, puisque, si je me souviens bien, tu es allé le voir souvent, juste avant qu'il ne meure. »« C'est vrai, » dit Fabio, « et j'ai pu me rendre compte qu'il n'était pas aussi atteint mentalement qu'on voulait bien le prétendre. » Lazzaro Calbi ne prenait pas part au débat, comme à son habitude, mais Gemma le rappela à l'ordre. « Consigliere, dites-leur que c'est absurde. » Lazzaro prit une profonde inspiration et tordit ses lèvres plusieurs fois avant de parler. « L'idée que la reine ait tué son époux est en effet absurde et révoltante, dit-il. Nul n'entend les accusations portées par Sofia Calvenzano sans avoir en tête la longue rivalité de ces deux femmes dans le cœur du roi. » Gemma, le menton très haut, était déjà en train de triompher lorsque le consigliere reprit. « Cependant, je comprends qu'une telle accusation proférée publiquement soit impossible à ignorer purement et simplement. »« Et pourquoi ?» demanda Gemma. « Parce que cela nuirait à la réputation de la couronne. Mais j'ai peut-être une solution à vous proposer. » Fabio regardait Calbi avec acuité. Il ne savait pas exactement quelle partie jouait le gros homme sous ses airs dociles. Il avait promis son soutien à la libéralisation de l'art, certes, mais c'était maintenant le moment de vérité, où Fabio verrait si les actes du consigliere s'accorderaient avec ses belles paroles. « Je vous propose de diligenter moi-même une enquête sur la mort du roi, comme j'ai diligenté l'enquête sur la mort de cette ballerina qu'on a retrouvée au pied des remparts. » Fabio, à l'évocation inattendue d'Isabella Ascolti, fronça les sourcils. Il s'appliquait à ne jamais repenser à ce sacrifice inutile. Le visage tragique de la jeune fille au moment de plonger lui revenait parfois en rêve. Il était presque certain de ne pas avoir laissé de traces, mais Calbi était fin, et il n'était pas assez stupide pour le sous-estimer. Le consigliere était-il en train d'échanger son silence contre un autre? Et s'il poussait Fabio à se marcher, est-ce que cela voulait dire que Ridolfo avait vraiment été tué? Pour la première fois, Fabio envisagea que sa manœuvre, par le plus grand des hasards, pût avoir débusqué un crime bien réel. Il demeura silencieux, car il éprouvait le besoin de réfléchir, mais le capitaine de la garde, lui, ignorant les enjeux cachés de cette conversation à double sens, répondit « Dans le cas de la ballerina, le corps avait été retrouvé à l'extérieur du palazzo, et techniquement il ne faisait pas partie de ma juridiction. Mais pour le corps du roi, évidemment je pense être le mieux désigné pour prendre les renseignements nécessaires. » Gemma, aussi ignorante que lui, se fâcha. « Pour que vous soyez désigné, capitaine, encore faudrait-il que quelqu'un vous désigne? Cette histoire passe les bornes de ma patience. Fabio, je suppose que cette question stupide n'était pas le sujet principal de ton ordre du jour. »« Si, » dit Fabio. « Eh bien alors, nous pouvons tout de suite briser là, messieurs. Le trésorier a le droit de convoquer des conseils à sa guise pour des questions afférentes aux finances. Il me semble que le meurtre imaginaire du roi ne fait pas partie de cette catégorie. Je déclare donc que la séance, qui n'aurait jamais dû s'asseoir, est levée. » Fabio ne protesta pas, désireux de gagner du temps. Lazzaro Calbi non plus. Le capitaine de la garde, sévèrement mouché, se drapa dans un silence offusqué. Le marchand, Miniato Lego, s'aligna sur les autres. Seul l'artocrate, contre toute attente, se récria. Peut-être ne voyait-il pas, comme les autres, les inquiétants frémissements qui agitaient les narines de Gemma. « Pardonnez-moi, » dit le vieil homme avec une voix irritée. « J'ai fait partie de la cour du roi, à la Villa Ridolfina. J'ai bien connu Sofia Calvenzano, et malgré tout le respect que j'ai toujours porté à notre reine, j'ai toujours trouvé que la famille Albarregno lui avait témoigné une rancune excessive. » Lazzaro fit une tentative pour lui couper la parole, mais Gemma se rassit brusquement et le fit taire d'un geste sec. « Laissez parler ce noble débris de la cour de mon père, » dit-elle d'une voix suraiguë et ironique. « Je serais ravie de prononcer son nom, mais il se trouve que je l'ignore. Sa renommée n'a peut-être pas traversé les âges. » « Il s'agit du dramaturge Duccio Fiesi, »
articula Fabio avec une note de reproche scandalisée. « Je ne vais plus au théâtre, mon cher, depuis que mon père a été rendu fou par une comédienne. »« Et pourtant, il aimait Sophia, » insista Fieschi. « C'était une artiste merveilleuse, l'une des comédiennes les plus talentueuses de l'histoire de Marsilia. Beaucoup d'aristocrates de l'ancienne génération seraient choqués d'apprendre que vous ignorez ces requêtes, encore aujourd'hui, avec cette obstination qui semble hériter de mère en fille. Le respect de l'art passe par le respect des aristocrates. Notre reine n'en est pas une, et vous non plus, Principessa. » L'insulte avait vibré dans la voix et fait monter le rouge aux joues de Gemma. « Maestro Fieschi, » s'empressa de dire Calbi, « il va sans dire qu'une enquête sera dûment diligentée par le palazzo. Vous pouvez assurer la maestra Calvenzano, dont nous connaissons les mérites incontestables, que nous jugeons légitime sa demande d'éclaircissement sur les circonstances de la mort du roi, même si nous regrettons vivement les accusations infamantes qu'elle a portées et qui la déshonoreraient si elles n'étaient pas explicables par la douleur du deuil qui l'accable. » Le dramaturge, avec une certaine morgue, hocha la tête et prit congé. Gemma, toujours assise, fusilla le consigliere du regard avant de se tourner vers le capitaine de la garde. « Capitaine, vous êtes tout désigné pour sortir, » dit-elle méchamment. « Et quant à vous, mercante, » dit-elle en toisant Miniato Lego, « je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de vous inviter, et pour vous dire la vérité, c'est le cadet de mes soucis. Retournez à votre négoce. » Les deux hommes qu'elle venait de congédier filèrent, et elle se leva enfin. « Consigliere, débrouillez-vous pour que je n'entende plus parler de cette histoire. Quant à toi, Fabio, je te prierai de t'en tenir dorénavant aux questions financières. » Elle avait été suffisamment désagréable pour se donner à elle-même l'impression de dominer la situation, mais Calbi et Fabio, qui restèrent face à face après son départ, savaient pertinemment qu'elle avait perdu des plumes dans cette réunion. « Il n'est pas souhaitable pour la couronne que l'autorité de votre sœur soit directement remise en cause, » commença Lazzaro d'un ton mesuré. « Je ne l'ai pas remise en cause directement. »« Certes, mais vous encouragez ceux qui le font. »« C'est que j'en viens à me poser des questions sur la mort de mon père, » dit Fabio après un silence. « Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il était sur le point de me désigner comme régent, et sa disparition ne m'a certes pas profité. » « Pensez-vous vraiment que Gemma soit capable de fomenter un tel crime ?» Fabio haussa les épaules. « Gemma, ou quelqu'un qui la pousse comme un pion sur l'échiquier ? Quelle différence, consigliere ? Le crime profite évidemment à ma mère, mais il pourrait profiter également à Gaspare, même s'il affecte de ne pas vouloir le pouvoir. Il profite certainement aux aristocrates dans leur ensemble. Quand on y réfléchit, consigliere, beaucoup de gens peuvent être suspectés, y compris vous. » Lazzaro plissa les yeux et recula sa chaise, comme pour envisager Fabio avec plus de distance. « C'est drôle, je me suis posé la même question lorsque j'enquêtais sur cette ballerina. À qui profite le crime ? Qui aurait pu avoir intérêt à éliminer cette jeune femme après lui avoir demandé un service très particulier, incluant certaines robes rouges ?» Fabio détourna le regard, et Lazzaro ne put discerner le fond de son expression. « Et comment avez-vous répondu à cette question ?» demanda Fabio d'un ton faussement détaché. « Je me suis dit qu'en l'absence de preuves, les suppositions étaient non seulement inutiles, mais dangereuses. » Fabio eut un sourire ambigu. « C'est pourquoi une enquête s'impose, il me semble, afin de couper court aux suppositions. »« Voulez-vous que je m'en occupe ?» demanda Lazzaro sans beaucoup d'espoir. Fabio éclata de rire. « Non, consigliere, le capitaine de la garde, que ma sœur vient d'humilier bêtement, me semble un excellent candidat. Tout désigné, ajouta-t-il. Lazzaro, vaincu, hocha la tête sans répondre. « J'en toucherai 2 mots à la régente, dit-il. »« J'espère que vous saurez vous montrer persuasif, » dit Fabio. « Mais quelle que soit la personne officiellement désignée, vous pouvez compter sur moi pour effectuer quelques recherches de mon côté, avec mes modestes moyens. » Lazzaro Calbi se leva à son tour, mais Fabio le retint un instant.
La régence de ma sœur sera de courte durée, consigliere. Vous aviez pris une heureuse direction que je serais triste de vous voir changer. Pour l'heure, principe, je laisse le souci de choisir le cap à d'autres et me contente de maintenir le navire à flot. Certes, et vous aurez fort à faire avec Gemma. Lazzaro s'autorisa un sourire. C'est probable, en effet. Ce fut après cet entretien que Fabio commença à fureter partout dans le palazzo et dans le quartier dell'Arte. Peu de personnes s'étaient trouvées dans l'intimité du roi, et il découvrit sans peine l'identité des 2 petites mains qui avaient, les dernières, servi le roi et la reine, la jeune Graziella, aujourd'hui au service de l'enfant étranger, et une dénommée Agnese, qui était partie avec Lorenza, mais dont la mère était toujours à Marsiglia et tenait une échoppe un peu louche, rue de l'Achevoire. Cette Agnese avait aussi servi chez Margherita Barberigi, où elle avait dû connaître Guaspare. Auprès des petites mains et autres gardes, il glana également des informations sur les visites régulières que Rigarda avait faites à son frère, ainsi que sur les visites exceptionnelles qu'elle-même avait reçues à la crypte, parmi lesquelles il y en avait une très étrange, celle de 3 étrangers qui, armés d'une torche, lui avaient rendu visite le soir des funérailles du roi. Ce fut donc avec des questions fort précises en tête qu'il descendit, environ 2 semaines après la mort de Ridolfo, les escaliers de la crypte. Mais le spectacle auquel il fut confronté, en franchissant le seuil obscur, lui fit perdre un instant de vue son interrogatoire. Rigarda avait toujours été, pour Fabio, un être un peu mystérieux, qui tirait sa puissance de sources occultes, son âge, sa science, sa solitude, son hospitalité envers les cadavres, lui avait conféré une singularité un peu effrayante pour ses yeux d'enfant. La vieille dame en dentelle noire ne s'occupait pas de futilités. Ses paroles sèches résonnaient longtemps en vous et prenaient leur temps pour déployer tout leur sens. Contrepoint noir et solitaire de la puissance paternelle si chatoyante et si sociale, elle était pourtant par le sang et par l'orgueil l'égale de Ridolfo. Fabio ne s'était jamais posé la question de sa taille, et voilà qu'aujourd'hui c'était cela qui le frappait au premier regard, sa taille, ridiculement petite. Rigarda s'était ratatinée, comme une fleur flétrie, repliant ses pétales fanés vers son cœur desséché, occupant le moins d'espace possible. Un mot lui vint à l'esprit, un mot qu'il n'utilisait jamais, mais qu'il avait entendu quelque part, involution. La vieille dame avait cessé de se développer vers l'extérieur. Tout le mouvement de son être tendait visiblement, matériellement, vers l'effondrement. Toutes ses dimensions semblaient atteintes d'un seul coup. Elle était moins haute, moins épaisse, moins sonore, moins lumineuse, moins matérielle. On devinait derrière sa peau fine, qui commençait à prendre des transparences de fantôme, des os légers et poreux comme les alvéoles des ruches abandonnées, qu'il suffit d'effleurer pour les briser. Son regard, encore vivant, encore liquide, avait perdu l'éclat et la couleur, et semblait avoir de plus en plus de mal à transpercer la taie blanchâtre, la taie d'oubli et de renoncement qui lui voilait le monde extérieur. Fabio se dit que lorsque son heure viendrait de s'allonger sur la table de la crypte, il ne lui resterait presque rien à lâcher, presque rien à mourir. La conversation qui s'engagea ensuite ne ressembla pas à ce que Fabio avait imaginé. Rigarda n'était pas incohérente, mais elle semblait porter son attention sur autre chose et donnait des réponses distraites, comme si les sujets évoqués lui étaient indifférents, ou des réponses brèves, comme si elle se trouvait dans une autre pièce très lointaine et qu'elle cherchait à condenser sa parole au maximum. Elle acquiesçait souvent. Oui, elle avait vu Ridolfo juste avant sa mort. Oui, il avait aimé cette Sofia jusqu'à la fin. Oui, elle avait reçu la visite d'étrangers qui l'avaient dérangée au plus mauvais moment. Leur mémoire dégoûtant était là, quelque part. Fabio n'eut à fouiller que quelques instants dans la pile des papiers abandonnés avant de mettre la main sur le document. « Mais, ma tante, ce sont des documents scientifiques. Ils ne t'intéressent pas ?»« Non, mon petit, prends-les, je ne les lirai pas. Ton père, tu sais, il n'a pas été facile ces dernières années. » Fabio, mal à l'aise, intrigué par ce qu'il tenait entre les mains, prit congé. Le changement soudain intervenu sur sa tante
ne lui donnait pas envie de s'attarder. Il s'était attendu à ce qu'elle bataille, à ce qu'elle se tienne devant lui comme une adversaire, comme une figure parentale à laquelle se mesurer, mais toutes les figures parentales semblaient s'être écroulées la même semaine. Sa mère, gravement malade, avait quitté Marsilia, son père était mort, et sa tante se retirait, sur la pointe des pieds, au fond d'elle-même. Toutes les grandes sentinelles, rigides et inaccessibles, qui avaient veillé sur son enfance, dans leur éternel garde-à-vous, toutes ces statues immenses, dont la verticalité lui avait donné le vertige et l'avait humilié, gisaient à présent, désarticulées, sur le sol. Le temps de monter les marches, et le malaise avait laissé la place à un sentiment d'élargissement, d'une euphorie sauvage. Une fois ces grandes sentinelles tombées, et malgré le fracas de leur écroulement, la voix, enfin, et pour la première fois, était libre.